est dans les années 50 et Walt Disney, après avoir réalisé Peter Pan, Bambi ou encore Alice au Pays des Merveilles, délaisse complètement l'animation. Et pourtant, c'est bien ce film qui a inspiré notre château à Disneyland Paris. Alors comment on est passé d'un film à un château? Aujourd'hui, on parle de La Belle au Bois dormant. Pour présenter le contexte, on est plus particulièrement en 1951. Comme je le disais, à ce moment-là, Walt Disney délaisse complètement l'animation. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que Disneyland en Californie, le tout premier Disneyland, est en train d'être construit. C'est le moment où les gens regardent ces émissions à la télé où Walt Disney présente l'avancement des travaux du parc. This year, we want you to see and share with us the experience of building this dream into a reality. Et en même temps, dans les studios d'animation, il n'y a plus vraiment d'inspiration à ce moment-là. Des films comme Pinocchio, Fantasia ou Bambi n'ont pas extrêmement bien marché. N'ont pas autant marché que par exemple Blanche-Neige, qui était le premier et c'était incroyable, donc forcément c'était aussi l'effet de surprise. Mais ils remarquaient que les films avec les princesses, comme par exemple Blanche-Neige ou Cendrillon, marchaient mieux. Donc ils se sont dit, on va repartir sur une histoire de conte de fées. Alors ils se tournent vers un conte écrit en 1697 par Charles Perrault qui s'appelle Sleeping Beauty, soit La Belle au Bois dormant. Dans cette histoire, on a quelques différences entre le livre et le film. Déjà, pour se rappeler le film, c'est l'histoire d'un roi et une reine qui ont une fille. 3 fées vont venir lui donner des dons et une méchante sorcière qui va apparaître de nulle part va décider, puisqu'elle n'a pas été invitée, de lui lancer un mauvais sort. Ma volonté est telle qu'avant l'aube de ses 16 ans, elle se piquera le doigt à la pointe d'une quenouille et en mourra. Et c'est la 3e sorcière qui va modifier ce sort et va le transformer. À la place de la mort, ce sera un profond sommeil qui va durer 100 ans. Et donc comme tous les contes de fées, ça finit bien, désolé je vais spoiler le film, mais Aurore sera réveillée par un prince charmant qui va la sauver après avoir combattu la méchante sorcière maléfique qui est transformée en dragon. La première différence avec le livre, c'est que dans le livre il n'y a pas 3 fées mais il y en a 7. Et c'est la 8e qui arrive, c'est une vieille fée que tout le monde croyait morte qui va lancer un sort parce qu'elle sera énervée de ne pas avoir été invitée. Le reste, c'est à peu près comme dans le film, sauf que dans le livre, le sommeil d'Aurore va réellement durer 100 ans. Donc plusieurs princes vont tenter de la sauver, ils vont tous mourir, et au bout de 100 ans, un prince va réussir à la sauver, donc ça veut dire qu'ils vont avoir 100 ans d'écart. Mais malgré la différence d'âge, peu importe, on s'en fiche, puisqu'ils vont se marier et avoir 2 enfants, et ce sera leur petite fille qui s'appellera Aurore. Contrairement au film où c'est la princesse qui s'appelle Aurore, cette fois, il s'agit de la fille de la princesse qui s'appelle Aurore. Et le 2e enfant, qui est un garçon, s'appelle Jour. Aurore, jour, il manquait plus que nuit. Oh, non mais pas de panique, si près du but. Alors, du côté de chez Disney, ils viennent de sélectionner cette histoire et ils ont acheté les droits pour en faire un film. Donc pour commencer, ils vont écrire un premier scénario qu'ils vont présenter en 1952 à Walt Disney, sauf que Walt Disney va refuser ce scénario parce que ça ressemble beaucoup trop à Blanche-Neige ou à Cendrillon. C'est les 2 films qui sont sortis juste avant, qui parlent aussi de princesses avec des princes qui viennent les sauver, etc. C'est un peu le même principe. Et dans Cendrillon, on a même la marraine, la bonne fée, donc aussi avec ce côté un peu magique avec une fée. Donc ça ressemble encore plus à La Belle au Bois dormant. Alors ils vont tenter plusieurs autres scénarios. Déjà pour commencer, ils vont réduire les fées qui étaient de 7 à 3 et ils vont réduire le sommeil de 100 ans en très peu de temps. Le temps que le prince Philippe se batte et puis finalement il va sauver Aurore du sommeil. Parce qu'ils étaient un peu contre l'idée que le prince sauve une vieille de 100 ans. Elle aurait quand même 116 ans, ça fait beaucoup de différence d'âge quand même. Ils ont même pensé à faire des choses différentes, comme par exemple Aurore qui se bat elle-même contre Maléfique qui est transformée en dragon. Mais au final, on se retrouvait avec une princesse en défense qui se bat contre un gros dragon, donc c'était un peu compliqué. Et puis qu'est-ce qu'on ferait du prince Philippe dans tout ça au final? Donc les animateurs sont un peu perdus à ce moment-là et ils vont demander de l'aide à Walt Disney. Sauf qu'à ce moment-là, Walt Disney, lui, il est très pris par la construction de Disneyland. Il passe énormément de temps à ça et donc il aura très peu de temps pour assister aux réunions sur La Belle au Bois dormant. Mais une seule chose va guider les animateurs que Walt Disney tient absolument à faire, c'est que La Belle au Bois dormant doit avoir un style qui se différencie des autres Disney. Il doit avoir un style particulier. Il faut qu'on ait l'impression que ce film est une illustration en mouvement. Même si ça prend beaucoup plus de temps, il faut vraiment que le visuel soit incroyable. You know, a lot had happened since Snow White. And in the post-war era, illustration and design went through a major sea change. And Sleeping Beauty seems to have been an attempt to answer that in a feature film with something that was more designy, more sophisticated, more decorative than any other Disney movie it had ever been before.
Il faut que le film soit un tableau vivant finalement, quitte à ce que ça prenne beaucoup plus de temps. Alors ils vont se concentrer sur le visuel du film. Son style particulier, en même temps moderne et en même temps Moyen-Âge, un peu mélangé, c'est le style d'un dessinateur qui s'appelle Eyvind Earle, qui a créé tous les visuels du film, tous les décors, etc., etc. So he always knew who he was as an artist. He was an artist first and foremost. He worked in every medium. He worked in oil and watercolor, gouache. He was a greeting card designer. He had a long, successful career designing Christmas cards, long before he ever got to Disney. Habituellement, sur les autres films, lorsqu'un dessinateur dessine des visuels, le film est différent des dessins de base, c'est seulement pour s'en inspirer. Et là, Walt Disney voulait vraiment qu'il n'y ait pas de différence entre les dessins d'Eyvind Earle et le résultat final du film. And one time, I stood in the doorway a while and watched him paint. And he painted in layers. He would start with a black bush, then he'd paint the next color up, and then he'd add more on top of that and add more on top of that. It was amazing to watch him. Alors ils vont vraiment se concentrer sur ça et mettre beaucoup d'efforts dans les décors, comparé aux autres films où le décor est un peu vide et laisse plus place aux personnages. C'est là qu'un autre problème intervient. Les décors ils sont tellement chargés et tellement précis qu'on voit plus que ça et les personnages on peut carrément les oublier. Ils décident de faire la technique de Walt Disney, c'est-à-dire commencer un film du milieu et prendre du temps, se concentrer sur le physique des personnages et aussi leur caractère. Et là aussi ça a été compliqué puisque ça a été souvent sujet de dispute entre les animateurs et le dessinateur Eyvind Earle qui voulait vraiment des personnages anguleux. Donc des personnages avec beaucoup de lignes droites, en angle, etc. Complètement l'inverse de ce que Disney a l'habitude de faire avec des personnages plutôt arrondis, ce qui rend les personnages plus sympathiques comme par exemple Pinocchio, Dumbo ou encore les 7 nains dans Blanche-Neige. Et d'ailleurs, en parlant de Blanche-Neige, cette scène que vous voyez juste ici, normalement devait être dans Blanche-Neige, c'est-à-dire que c'était la sorcière qui capturait le prince et le prince devait se libérer pour retrouver Blanche-Neige. Mais ça allait pas trop avec l'histoire, on savait pas trop ce que ça faisait là. Donc finalement, ils ont décidé de le mettre dans La Belle au Bois dormant. La cuisine, on se partagera la besogne. Les 3 fées qui sont Flora, Pâquerette et Pimprenelle. Pour ces 3 fées, les animateurs se sont posé pas mal de questions en se demandant est-ce qu'il fallait que ce soit 3 fées identiques ou alors est-ce qu'il fallait qu'elles soient différentes. Walt Disney voulait qu'elles soient identiques mais les animateurs se sont un peu battus pour faire en sorte que ce soit 3 fées différentes pour que ça rende un côté plus comique et ils ont fait aussi attention à ce que leur caractère soit différent. Flora est la chef du groupe. Oui, et elle aura une robe digne d'une vraie princesse. Pâquerette est un peu ailleurs, elle est distraite. Je vais faire un millefeuille géant et je mettrai des fleurs bleues et roses. C'est une dame qui passait dans la rue qu'un animateur va voir qui va l'inspirer pour le caractère de Pâquerette. Imaginez juste vous marchez dans la rue et en fait vous inspirez un animateur pour faire un personnage dans un film. C'est quand même fou. Et Pimprenelle a plus de caractère que les autres, elle se laisse moins faire. Vous êtes nuls en couture et elle est nulle en cuisine. Et pour les formes dont je parlais tout à l'heure, donc les personnages un peu plus anguleux, ils ont décidé de faire ça sur les costumes. Donc on voit par exemple les chapeaux pointus ou encore la forme des robes. Ils ont gardé les formes rondes pour leur visage pour les rendre plus sympathiques. The animators got their way too, because what they managed to do was to bring into those characters something which was the familiar Disney feeling. Although the characters wore geometric capes and pointed hats, they're warm, they're round, they're cuddly. These are Disney characters. Parce que si on met des angles partout, ça donne un méchant comme par exemple Maléfique, qui est toute... Enfin voilà, vous avez compris. Et on a forcément le personnage principal, donc la princesse Aurore, qui a les angles du visage beaucoup plus pointus que par exemple Blanche-Neige ou Cendrillon. Et pour casser ce côté un peu angle, ils ont rajouté des boucles bien rondes qui étaient apparemment très désagréables à animer pour les animateurs. Et d'ailleurs, ça m'intéresse. Dites-moi si vous avez une princesse préférée ou quelle est votre princesse préférée. On a aussi le personnage de la sorcière qui est Maléfique. Mais puisqu'il en est ainsi, ma foi, je m'en vais. Mais elle n'est pas toute seule. Très souvent, elle est avec un corbeau. Et le corbeau, il a été rajouté pour qu'elle puisse discuter avec quelqu'un. Parce qu'en général, il y a beaucoup de plans où elle est seule, où elle discute de ce qu'elle va faire, etc. Quel dommage que le prince Philippe ne soit pas ici. Il aurait, j'en suis sûre, apprécié cette fête. Et plutôt que de parler seule, il vaut mieux qu'elle parle à un acolyte. Donc ce sera un corbeau. It's very difficult to do a character that speaks more or less directly to the audience and does not work closely with another character. So the one thing she had to work with was the Raven. Pour le physique de Maléfique, c'est Mark Davis qui s'est inspiré d'un tableau de la Renaissance avec une femme qui portait une coiffe de cornes. Et à la base, il l'avait dessinée rouge et noir, un peu comme les flammes. Mais finalement, après plusieurs disputes entre les animateurs, Maléfique sera violette et avec des flammes un peu vertes. D'ailleurs, c'est souvent les couleurs qu'on va retrouver chez les méchants, le violet et le vert. On a aussi
le prince qui sauve la princesse Aurore, le prince Philippe, celui que personne ne voulait dessiner, puisque dans l'animation, les personnages les plus compliqués à dessiner, c'est souvent les plus réalistes. Le prince, c'est clairement le personnage le plus réaliste du film, et en plus de ça, c'est pas un personnage hyper intéressant. On va pas se mentir, il n'est pas hyper développé comme personnage, donc du coup ils ont rajouté le cheval qui rajoute vraiment un aspect plus comique au personnage. Et il n'y a pas que le cheval d'ailleurs, tous les animaux de la forêt rendent la scène de la rencontre entre le prince et Aurore beaucoup plus amusante, plutôt qu'une rencontre banale et un coup de foudre banal où on se serait ennuyé. C'est lui, c'est le prince de mes rêves. Elle saura conjurer l'affreuse malédiction. Et donc avec tous ces personnages et pour faire vivre les personnages, ils ont dû s'aider de prises de vue réelles, donc faire des vraies vidéos avec des vrais acteurs pour s'aider pour l'animation. Mais attention, ils décalquent pas les mouvements parce que sinon ça fait bizarre, et si on décalque des vraies vidéos, autant faire un film, dans ces cas-là ça sert à rien. Donc c'est vraiment pour s'inspirer de mouvements, mais il n'y a pas seulement les acteurs, il y a aussi certains costumes qui ont été créés spécialement pour les prises de vue réelles pour voir comment les vêtements interagissent pour pouvoir correctement les animer, comme par exemple la robe qu'Aurore porte dans la forêt. Elle a été recréée entièrement et c'est Alice Davis qui s'est occupée de cette robe, et c'est elle qui a aussi fait les robes des poupées de It's a Small World, l'attraction. Et c'est aussi le dernier film qui a été réellement fait entièrement à la main, puisque la mise en couleur a été faite avec de la peinture, c'est-à-dire que toutes les images ont été peintes une par une. C'était très long, ils avaient des pièces remplies de pots de peinture avec plein de nuances différentes. Ils fabriquaient eux-mêmes leur propre peinture avec des pigments de couleur pour que ce soit la couleur parfaite. Donc un travail comme ça, c'est très long, c'est très fastidieux. Il fallait environ 24 jours pour faire 1 seconde de film. C'est après ce film qu'ils ont décidé de passer à des techniques plus modernes pour par exemple les 101 dalmatiens. Avec toutes les tâches des dalmatiens, ça devenait beaucoup trop compliqué. Il y en a 100. Alors, la musique. Dans ce film, il y a une musique qui est devenue particulièrement connue et qu'on connaît encore aujourd'hui, qui est « J'en ai rêvé ». Alors, je vais peut-être briser vos rêves et vos espoirs, mais cette musique et même presque toutes les musiques du film existent déjà. Ils ont repris les musiques d'un compositeur qui s'appelle Tchaïkovski. Tchaïkovski, c'est un compositeur russe qui a fait par exemple Casse-Noisette ou encore Le Lac des Cygnes. C'est quand même un homme qui est né en 1840 et on est en 2024, on connaît ses compositions. C'est quand même fou, je trouve. Et donc, pour particulièrement la musique J'en ai rêvé, il s'agit de la valse de Tchaïkovski. Went to a state-of-the-art facility in Germany to record in stereo the score for Sleeping Beauty. Indémodé, nous sommes au XIVe siècle et les jeunes... Je ne veux rien savoir. Et donc après 6 ans de travail, c'est enfin terminé et La Belle au Bois dormant sort en 1959. Et c'était vraiment le film d'animation qui a vraiment coûté le plus cher, vu qu'il a coûté au moins 6 millions de dollars, donc c'est énorme. Et pour faire la promotion de ce film, Walt Disney va faire une émission à la télé où il va présenter les coulisses de l'animation, plus particulièrement de La Belle au Bois dormant. Incidentally, this too is another first for us. Sleeping Beauty is the first full-length animated feature photographed in what we call Technorama 70. Our previous features like Snow White, Pinocchio, and Cinderella were made for the standard-size theater screen. So they were shot on 35mm film like this. But Sleeping Beauty was filmed in Technorama 70 like this. That meant that all of our artwork, backgrounds, paintings had to be larger and more detailed. In fact, Technorama 70 made every one of our production problems new and different and bigger. Probably that's why it took us 6 years and $6 million to make Sleeping Beauty. But to us, it was worth it. Et aussi un court-métrage sur la vie du compositeur Tchaïkovski pour donner envie d'aller voir le film. Et lorsqu'il va sortir, malheureusement, ce ne sera pas du tout le résultat attendu puisque le film a coûté tellement cher qu'il ne sera pas rentabilisé et en plus de ça, il ne va pas trop marcher. Et dans la plupart des Disney, normalement, il y a des suites, même si elles ne sont pas aussi connues que les premiers. Il y a eu énormément de 2, même voire de 3, mais ce ne sera pas le cas pour La Belle au Bois dormant qui n'aura pas de suite. Il faudra attendre des années, il faudra attendre 2014 pour avoir un autre film sur La Belle au Bois dormant, mais cette fois-ci du point de vue de Maléfique. Elle tombera dans un
film, on voit l'histoire d'amour entre Maléfique et le roi Stéphane qui a fini par la trahir, d'où sa colère envers sa fille Aurore. Là, on comprend un peu mieux pourquoi elle est arrivée en colère. C'est plus logique. Et ce sera en 2019 qu'il y aura une suite à ce film, Maléfique, le pouvoir du mal. Tout ça c'est bien beau, tout ça c'est cool, mais il faut pas oublier que ce film a inspiré le château. Comment cela s'est passé ? On est dans les années 80 et il faut réfléchir à un château pour le nouveau parc qui va être construit, Disneyland Paris. Parlons un peu de la France. Déjà, les châteaux en France, c'est pas du tout ce qui manque. Il y a 45 000 châteaux en France, donc comment est-ce qu'on fait pour avoir un château qui se différencie des autres? Alors déjà, pour imaginer à qui pourrait appartenir le château, ils se sont tournés vers des films qui se passent en France, comme par exemple La Belle et la Bête, Cendrillon ou encore La Belle au bois dormant. The main goal was to create a castle that looked like it just popped out of a storybook. And so what we simultaneously did was to go through the Disney films and also legitimate classic stories and fairy tales and search for pictures of wonderful, magnificent Disney-esque castles. Au départ, ils voulaient que ce soit le château de Cendrillon parce que comme nom de château, c'est plus beau, plus simple, plus court que par exemple le château de la Belle au bois dormant qui est assez long. Mais ils préféraient le visuel du château de la Belle au bois dormant, donc ils se sont dit on va prendre le château de la Belle au bois dormant et on va faire croire que c'est celui de Cendrillon. Ils ont essayé de nous piéger. Donc celui qui a dessiné le château comme on le connaît aujourd'hui s'appelle Tom Morris, qui va s'inspirer du film pour absolument tout. Donc pour le château bien sûr, pour les arbres qui sont de forme carrée, c'est vrai que c'est pas du tout banal comme style d'arbre, mais aussi les petites collines qu'on peut voir sur le côté, etc. Et il va aussi s'inspirer des châteaux français, comme par exemple le Mont Saint-Michel. Inspirational element for the castle was Mont Saint-Michel. And we took that grand silhouette of Mont Saint-Michel and then infilled and backed away from that and started to detail from some of our storybook castles. Ou encore le château de Chambord où au milieu se trouve une grande tour avec des vitraux. C'est exactement ce qu'on va retrouver dans ce château. Et en parlant des vitraux, c'est Paul Chapman, un spécialiste anglais des vitraux, qui s'était déjà occupé de Notre-Dame d'ailleurs et qui était à la retraite, qui va se remettre à travailler justement spécialement pour ce projet parce qu'il va trouver ça incroyable et il va adorer faire ça. C'est ce qui donnera ce magnifique château qu'on connaît tous, le château Touros, qui est bien le château de la Belle au bois dormant et pas celui de Cendrillon, parce qu'apparemment les Français on préfère le château de la Belle au bois dormant, même si c'est plus long, apparemment c'est plus poétique, c'est plus joli. Et comme les autres châteaux français, on peut aussi visiter celui-là et monter à l'intérieur. C'est parti, on y va. Allez, let's go! Donc juste ici, on peut rentrer et sur la droite, on peut monter les escaliers avec le fameux livre de la Belle au bois dormant. Donc là, on est en haut, donc à l'étage où on peut avoir toute l'histoire de la Belle au bois dormant avec les fameux vitraux qui sont magnifiques. Et à chaque fois, on a des petits endroits comme ça où on nous présente une partie de l'histoire de la Belle au bois dormant. On a même une petite fontaine juste ici, de Aurore et le Prince. Et apparemment, ça porte bonheur d'y mettre des pièces, puisqu'il y a quelques pièces dedans. Et juste ici, on a un balcon avec vue sur Fantasyland. Sans oublier un détail très important qui fait quand même la différence, c'est que sous le château, il y a la tanière du dragon. Donc on pourrait croire que c'est maléfique. Et en plus de ça, pendant longtemps, ça a été le plus gros animatronique du monde. Qu'est-ce que je raconte? C'est un vrai dragon, évidemment. N'importe quoi. On y va? Le dragon qui dort. Et d'ailleurs, petite anecdote, je ne sais pas si vous le saviez, mais à l'intérieur des gardes, il y a vraiment des gens qui travaillent, n'est-ce pas? C'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Dites-moi aussi si vous voulez une vidéo qui soit directement sur le château entièrement, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Il fut un temps, le château ressemblait à ça. Oui. N'hésitez pas aussi à m'ajouter sur Instagram. Des fois, il y a des petites anecdotes sur le parc. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais vous voulez voir les autres vidéos, sait-on jamais. Et on se dit à la prochaine! Eh bien, qu'en pensez-vous?